En fait, je fais pas ça pour parler d'Anastasiia, je fais pas ça pour parler de Lucille Peytavin, même si je vais quand même commencer avec ça. La violence des hommes, encore. En fait, c'est pas tant pour leur taper dessus, c'est pas tant pour... Mais c'est aussi pour en profiter, parce que moi je parle aussi beaucoup de féminisme sur ma chaîne. Je trouve qu'il y a des trucs assez intéressants quand même à dire par-dessus, et notamment sur les perspectives de genre. Donc Lucille Peytavin, qui est une essayiste, qui a écrit un bouquin qui s'appelle le coup de la virilité. Oui, donc Léo a fait un très très bon live en effet, où il regarde son TED Talk et il débunk le bouquin, parce que Léo est en train de lire le bouquin, parce que la prochaine vidéo qu'on va écrire avec lui, ça va être justement sur la violence. Donc on cherche des angles un petit peu et des façons un petit peu... Voilà. Mais je trouve que c'est assez intéressant à analyser aussi comme discours, ce discours de féminisme blanc qui vise à renvoyer un petit peu dos à dos toute violence sur l'idée que c'est une violence masculine. C'est un peu une façon d'avoir les mains propres et de s'en laver les mains. Parce que donc bref, globalement, donc elle a tweeté ça. À quel moment c'était le 30 juin à 10h du matin. Donc oui, j'imagine, c'était après la première soirée. Donc voilà. Donc là, c'est un peu en mode la violence des hommes encore. Donc t'es en mode, attends, c'est-à-dire que le flic qui lui a tiré dessus, c'est juste parce que c'est un homme? Ça veut dire que les gens qui font des émeutes, etc., c'est juste parce que c'est des hommes? Assez sensible. De toute façon, tout son bouquin. En gros, elle a écrit un bouquin sur comme quoi la virilité, ça coûte cher à la société et tout irait mieux si les hommes étaient éduqués comme des femmes. Encore une fois, je vous en ai parlé un petit peu ici, mais c'est un truc qu'on retrouve énormément de ah, si les hommes se comportaient comme les femmes, tout irait mieux, etc. Bon, on rappelle que dans le dernier sondage, je crois, 70% des femmes contre 60% des hommes sont pour envoyer l'armée. Donc bon, la violence des femmes, on la connaît aussi. C'est-à-dire quoi être éduqué comme une femme? Être globalement docile, poli, ne pas faire des dingueries, ne pas boire trop d'alcool, voilà, etc. Mais tout ça pour dire que c'est pas la seule qui a... C'est bizarre de vouloir une population docile, elle veut une masque, une manifestation. En fait, c'est ça, c'est que j'ai déjà fait la critique plusieurs fois de son discours à elle, où en fait, elle a une espèce d'idéalisation de l'éducation des filles, de la socialisation des filles, avec une idée que la socialisation des filles n'est absolument pas questionnable. Dans le sens, moi, ça fait des années à chaque fois que je dis merci Diazar pour la bonne affaire à Jack. C'est les homosexuels qui m'ont donné. Moi, j'arrête pas de dire que moi, un des premiers trucs que j'ai appris en sociologie du genre et notamment sur les questions féministes en sociologie, c'est que les femmes sont éduquées à fermer leur gueule. Que les femmes sont éduquées à s'autocensurer, à pas demander leur reste. Là où les hommes sont davantage éduqués à demander leur reste et à ouvrir leur gueule, etc. Pour le meilleur et pour le pire. Mais du coup, ça fait que, dans le monde capitaliste de l'entreprise, ils arrivent davantage à négocier leur salaire que les femmes. Et du coup, ça fait que la masculinité est davantage adaptée au capital. Bref, je vais pas vous faire le laïus. Il y a un peu cette idée-là qui est pas uniquement chez Lucille Peytavin, parce que du coup, donc, Anastasiia a fait une vidéo à laquelle on va réagir, parce que je trouve que c'est assez intéressant ce qui est dit dedans, dans ce qu'on peut un petit peu contredire. Mais peut-être, mais ah oui, bien sûr, on n'oublie pas forcément ce dictat. Parce qu'en fait, voilà, on va y venir aussi, c'est que il y a déjà l'idée que les hommes sont éduqués d'une certaine façon qui les rend violents, okay, et qui découle aussi sur le fait que, encore une fois, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'injonction de Macron vis-à-vis des familles, l'injonction de Macron vis-à-vis de l'éducation, même tous les discours de ces jeunes émeutiers sont pas éduqués, etc. Sur l'idée que finalement l'éducation ne se fait que pendant l'enfance. Que l'éducation ne se fait qu'à un moment M, à un instant T, et c'est pour toute ta vie, et que ce que t'inculquent tes parents c'est pour toute ta vie, et que du coup si tu es violent plus tard dans ta vie c'est parce qu'à l'école tu as été mal éduqué. Ça c'est une idée qui est totalement fausse, quoi. C'est tout le délire terf de... En fait c'est ça T-Rock, c'est que ça amène au délire terf de socialisation primaire, à l'idée que tout dépend de ta socialisation primaire, donc sous-entendu la socialisation que tu as pendant l'enfance, de toutes les injonctions qu'on t'apprend pendant l'enfance, tous les comportements qu'on t'apprend pendant l'enfance, et ça n'a rien à voir avec la situation sociale que tu occupes par exemple. Ce qui fait que beaucoup de féministes bourgeoises et beaucoup de TERF sont quasiment incapables de voir la violence des hommes non violents, par exemple. Enfin bref. Du coup, je trouve que cette vidéo est assez symptomatique d'un certain aveuglement aussi dont ont pu faire preuve certaines féministes blanches. Mais cela dit, elle essaie quand même de nuancer, donc bref. Allons-y. Lucille Peytavin, et en fait ça rejoint plus ou moins ce que je pense, et c'est vraiment une pensée, j'ai l'impression, qui n'est pas vraiment mise en avant, et je trouve ça vraiment dommage, et j'ai l'impression qu'on est tout de suite dans des extrêmes qui sont polarisés, et où on a l'impression qu'on va s'affronter à partir du moment où on se place de ce côté-là, et en fait... C'est très Twitter, mais en effet, elle aime beaucoup Lucille Peytavin, elle cite son bouquin aussi plus tard dans la vidéo et tout, elle est vraiment très sur cette ligne de le coup de la virilité et tout. Et justement, on va y venir parce que il y a eu des élaborations théoriques féministes, justement,
qui faisait cette lecture de la violence comme de la violence masculine, dont les femmes sont toujours victimes, qu'elles soient directement ou indirectement, etc. Avec cette idée assez binaire justement de ce rapport à la violence. Merci Goroknak, merci pour l'abonnement, Ferraz Bobino, merci beaucoup. Mais justement, cette vision-là a été fortement critiquée, notamment par l'intersectionnalité aux États-Unis. Je pense aussi à des études un peu plus approfondies sur les masculinités, comme celle de Raywin Connell, etc. Donc, bref. Je dis, mais c'est des gens qui ne seront jamais confrontés en fait à la vie en quartier, qui ne fréquentent pas les quartiers, qui ne sont pas profs, qui ne sont pas pompiers, qui ne sont pas infirmiers, infirmières dans des endroits qui craignent. On va parler franchement, voilà. Oui, mais sauf que les émeutiers, ils vivent dans les quartiers. Je veux dire, en fait, c'est ça, c'est qu'elle non plus. Après, je sais pas où elle habite, hein, mais genre, je suis désolé, mais les émeutiers, ils sont confrontés dans les quartiers, en fait. Donc, c'est aussi ce truc-là. Encore une fois, on arrive à la limite du concernisme aussi là-dedans. C'est que, les gens qui pensent ça, ils vivront jamais dans les quartiers. Oui, mais les gens qui font des émeutes, ils vivent dans les quartiers aussi. Ils sont déconnectés de la réalité et ils se permettent de donner des leçons, vraiment, je trouve, de bien-pensance où le seul point sur lequel ils ont raison, il me semble, c'est parce qu'ils reconnaissent le problème systémique qu'il y a dans la police et le problème effectivement de racisme qu'il y a dans la police. Mais en fait, ça s'arrête là. Tout le reste, ça n'existe pas. On dirait que pour eux, les conditions de travail des policiers et des policières, ça n'existe pas. On dirait que pour eux... Bah non, quand on parle de racisme systémique dans la police, on parle aussi... Quand on parle de trucs systémiques, on dit que c'est lié aux conditions de travail aussi. Genre, je suis désolé. Enfin, après, le problème, c'est qu'elle dit les gens. On sait pas de qui elle parle. Tu parles de qui? Genre quoi, les insoumis? Tu parles de qui? Genre, c'est parce que... Non, la plupart des gens qui parlent de problèmes systémiques dans la police parlent des conditions de travail. C'est le premier truc qu'ils disent. Arrête pas de parler de la politique du chiffre. C'est des conditions de travail, ça. Les profs, même quand ils habitent dans les quartiers, ils arrivent à rester dans une bulle. Oui, de fou. Hein. On sait dans quel barbobo ils vont à Aubervilliers. Hein. Et pour autant, en fait, on peut critiquer la police, les problèmes structurels de la police, critiquer la militarisation de la police avec vraiment l'avancement, enfin l'avancée des armes dans la police, etc. Et on peut aussi dire qu'il y a un vrai problème dans beaucoup de quartiers, que c'est un problème de violence, que c'est un problème de violence masculine, que c'est un problème de on y arrive également. En fait, on peut dire tout ça. On arrive sur la violence masculine, justement. Il y a un peu ce truc-là de... Bah, en fait, c'est quoi? C'est la violence de qui, exactement? Quelle violence masculine? Parce que c'est la violence de l'État, est-ce que c'est une violence masculine? Ou est-ce que c'est simplement une violence tout court? Qui peut être une violence par les femmes. Dans ce cas, qu'est-ce qu'une violence masculine? Est-ce que c'est une violence perpétrée par des hommes? Ou est-ce que c'est un type de violence? Parce que je suis désolé, mais la violence masculine dans les banlieues, t'inquiète que les femmes flics, elles sont aussi violentes en fait. Donc, en fait, il y a beaucoup de questions là-dessus où, dans la définition même de qu'est-ce que la violence masculine, et oui, de parler de la violence dans les quartiers aussi, et de parler de la police, mais comme si... J'ai l'impression qu'elle définit aussi la police comme de la violence masculine, mais c'est plus complexe parce que c'est structurel. Mais par contre, il y a quand même individuellement des problèmes de violence masculine. Alors, vous savoir une analyse ni de classe ni une analyse de la police comme instrument de répression et contrôle social pour s'éviter dans une analyse qui serait sensibilisante en version. En fait, je pense qu'elle est en mode ok, je comprends l'analyse systémique, etc. Mais quand même, les individus, ils ont une part à faire là-dedans, quoi. Qu'on peut reconnaître que ce sont des personnes en général qui sont d'origine étrangère, qui ont été parquées là, que ça crée ensuite des dynamiques de classe avec des inégalités, avec effectivement moins de beauté juste dans la vie au quotidien, voilà, on est d'accord, hein, plus de difficultés, plus d'oppression, plus de discrimination, mais que par ailleurs, c'est aussi des quartiers où en fait il y a plus de violence, que c'est des quartiers où il y a plus de misogynie, où il y a plus d'homophobie, et que tout ça n'est pas imputable à la question de la classe. Oui, mais tout ça n'est pas imputable à la question du genre. La violence qu'il y a dans ces quartiers, si c'est une violence sociale, est-ce que c'est une violence masculine? Est-ce que la violence sociale est une violence masculine? Ou est-ce que c'est une violence sociale et capitaliste? Alors oui, la violence sociale est masculine, mais elle est aussi raciste. Elle est impérialiste. Elle est tout ça à la fois, en fait, parce que tout ça se co-construit. Si tu veux... Enfin, moi, désolé, la violence dans les quartiers, la première des violences, c'est la relégation sociale. Elle croit que les darons, elles n'ont pas la rage aussi. Ah, mais je suis totalement d'accord, Gabriel. Mais en fait, mais pareil, on va y venir sur les darons, justement. Sans être dans une pensée univoque où on doit écarter, à partir du moment où on est sur un axe, tous les autres angles possibles de réflexion. Moi, je trouve quand même qu'en tant que féministe, là, ce qui devrait nous interpeller, c'est la violence masculine. C'est-à-dire que la police, c'est une violence masculine, mais ce qui se passe dans les cités, c'est une violence masculine au quotidien, en fait. Contre les mères, contre les sœurs, contre les filles, contre les personnes qui œuvrent au bien collectif, contre les profs, contre les agents publics, quels qu'ils soient. Et on peut... Et contre les hommes? En fait, c'est ça, c'est que je veux bien... Tu vois, genre... Je veux bien concéder dans une vision féministe la violence masculine, ok, mais pourquoi faire des femmes l'unique victime de cette violence masculine? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle définit la violence masculine de par le fait que les femmes en sont victimes. Alors que la violence, ok, très bien, violence policière masculine, etc., mais contre les hommes en premier lieu. Même si je concède l'angle de vision de la masculinité au travers de la violence,
désolé, mais tu ne peux pas faire des femmes leur première victime. Parce que dans les quartiers, c'est pas pour rien que c'est un mec qui a été buté, c'est que c'est une violence qui est sur les hommes. Et encore une fois, si je concède à ce truc-là, et je concède pas entièrement à l'idée de la violence masculine, mais bon. Moi, j'aimerais qu'il y ait une critique féministe de ça, c'est-à-dire qu'on repense aux femmes qui vivent dans ces quartiers, qu'on repense aux femmes qui subissent tout ça, qu'on repense, là, vous avez peut-être vu ces vidéos où ils sont en train de mettre le feu à des écoles et il y a des femmes qui hurlent, s'il vous plaît, pas à l'école. Partons de cette image-là, justement. Cette prof qui dit pas à l'école, etc. C'est, encore une fois, moi j'y vois l'incompréhension des profs, des agents du service public, face au fait qu'ils sont violents. Les profs sont violenteux. Désolé, c'est une profession très féminisée. Les profs sont violentes envers les garçons, envers leurs élèves. Et c'est une violence à la fois systémique et des femmes sur ces hommes. Mais surtout, parlons des écoles. Très bien, ok, on va concéder, il y a une violence masculine. Pourquoi il y a une violence masculine contre l'école ? Est-ce qu'on ne peut pas faire le lien avec le fait que lorsqu'on observe les chiffres de mobilité sociale ascendante qui viennent notamment des populations issues de l'immigration, des populations noires, arabes, musulmanes, etc., c'est majoritairement des femmes. C'est que même dans les films, tous les films, enfin je sais pas, quand tu regardes, moi ça me fait penser au film Le Brio, c'est que souvent c'est une femme arabe qui s'extrait de sa condition malgré ce qu'en disent ses cousins, ses frères, etc. Les femmes sont énormément utilisées comme pacification des hommes à côté d'eux. C'est le contrat racial des femmes, c'est d'être les bonnes intégrées dans la société pour pacifier les hommes autour d'eux. On voit énormément ça avec la génération voile. Parce que je vais appeler ça comme ça, je vais revenir sur la question du voile. La génération voile, c'est quoi ? Vous prenez de l'affaire de Creil à 2004, et ensuite, prochaine date, 2016-2017. Affaire de Creil 2004, toute une génération de jeunes filles qui sont soudainement pointées du doigt parce que musulmanes et qui sont sommées de s'intégrer à l'État en renonçant à ça, en dénonçant le fait que c'est leurs frères et leurs cousins qui leur obligent à porter le voile, etc., que c'est l'influence masculine sur eux et que la République vise à les libérer de tout ça. Cette génération-là arrive à la fac aux alentours de 2016. En 2016, apparaît le débat sur faut-il ou non interdire le voile à l'université. Je vous donne cette chronologie parce que c'est ma génération en fait, et que c'est la génération que j'ai connue. Que moi, quand je suis arrivé à l'université, j'étais en mode « Ah, maintenant, il y a des débats sur le voile doit-il être autorisé à l'université ?» Et je voyais autour de moi, à Sciences Po, des meufs qui portaient le voile. Et j'étais en mode « Ah, ok, d'accord. » Parce que du coup, ces femmes de banlieue à qui, et ces femmes musulmanes à qui on a dit tu dois t'intégrer, la République t'intègre pour soit que tu pacifies tes frères, soit que tu t'intègres à elles et que tu les dénonces. Une fois arrivées dans les études supérieures, elles n'avaient pas forcément renoncé à l'islam, elles n'avaient pas forcément renoncé à leur famille, elles n'avaient pas forcément renoncé à leur quartier, et on les sommait de nouveau à se désolidariser de ça. On les sommait de nouveau de dire ça n'a pas suffi, on va encore t'obliger à t'intégrer, on va encore t'obliger à te désolidariser. Et en fait, c'est enseigner à la fac à l'époque, c'était absolument gerbant. Bah ouais, bah tu vois, simplement qu'elles sont majeures. En fait, c'est ça, c'est qu'elles sont majeures, mais on leur somme encore de s'intégrer parce que on a vu que ça fonctionnait pas. Il y a un truc derrière tout ça où l'école, c'est une histoire de violence que je ne vais pas genrer et de violence d'intégration, de violence intégratrice que Lucille Pétavin adore. Comme on contraint les femmes et comme on réprime les femmes, bah, il faut aussi contraindre et réprimer les hommes. C'est super comme société fasciste. Mais donc cette école, mine de rien, elle favorise les femmes. Elle favorise les femmes issues de ces quartiers. Parce qu'il y a encore une fois cette idée du contrat racial où c'est les femmes en tant que pacificatrices qui vont pacifier leur famille. Et si elles ne pacifient pas, au moins on peut les sauver. Au moins elles, on peut les sauver parce qu'elles sont naturellement douces, etc. Donc c'est pour ça que l'école comme ascenseur social est d'autant moins vrai pour les hommes qu'ils sont très très vite envoyés vers des voies, professionnelles, vers des voies technologiques, etc. Et de toute façon, les hommes, on ne les intégrera jamais. Contrat racial, c'est une notion qui est encore valable. Ah mais bien sûr, même s'il ne s'exprime pas de la même façon qu'à l'époque coloniale, il y a encore un contrat racial, parce que tout simplement, ça va dépendre de est-ce que tu seras le bon arabe ou pas. C'est ça le contrat racial, c'est le contrat qui t'autorise à être le bon arabe ou non. Et on demande très vite de trahir tes origines si tu conserves un contre-discours, au discours de gauche à l'écart et se railles dans leur cercle social. Oui, de fou. Après, c'est beaucoup des femmes, ça, c'est pas vrai, ça dépend des matières, c'est pas non plus. Non mais je suis d'accord, Camomille, c'est mon petit issou, c'est pour ça que je dis la violence de l'école, je ne vais pas la genrer. Délibérément, je genre pas cette violence-là, parce que c'est la violence de l'intégration. Et en fait, donc c'est évident qu'il y ait une violence qui se retourne contre l'école au moment où toutes les violences se libèrent. Encore une fois, la violence s'exprime
selon les structures dans lesquelles elle existe. Et donc évidemment que dans un monde patriarcal, la violence va s'exprimer de façon masculiniste. Parce que c'est le langage dans lequel la violence existe. Et donc dans lequel elle peut s'exprimer. L'école est la légitimation des inégalités, donc c'est un lieu exactement. L'école est extrêmement violente. Et ça, les profs ont du mal à le comprendre. Encore une fois, voilà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, j'avais un petit peu pré-chose ce que j'allais dire. En fait, beaucoup des personnes qui ont été interviewées qui disaient « Ah, touchez pas à l'école, touchez pas les médiathèques, etc. » C'était beaucoup des femmes, parce que c'est beaucoup des femmes qui, dans les employés de mairie, c'est énormément de femmes qui s'occupent des médiathèques. C'est des métiers extrêmement féminisés, encore une fois. Il n'y a pas que des femmes profs, bien évidemment. Mais c'est des métiers extrêmement féminisés. Tu regardes simplement même le métier d'institutrice qui est très très féminisé. Et donc là-dedans, c'est logique que ce soit des femmes qui se retrouvent dans cette situation presque caricaturale de la femme éplorée. De la femme qui déplore la violence des hommes qui se retournent contre elle. C'est les fils de je sais plus quelle figure mythique qui viennent lui déchirer le sein pour la manger, etc. Enfin bref, il y a énormément de figures mythiques comme ça, c'est assez caricatural. Mais c'est aussi parce que ce sont aussi des femmes qui sont en position de domination culturelle, qui croient véritablement à leur mission, qui croient au bien fondé de leur mission, sinon elles ne se lèveraient pas tous les matins. Sinon, ça démissionnerait, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui démissionnent, mais qui croient tellement à leur mission de service public qu'elles n'arrivent pas à comprendre que la violence qui est retournée contre l'école, elle tire cette légitimité du fait que l'école, c'est un lieu de tri social. L'école, c'est le lieu dans lequel on dit notamment aux garçons noirs et arabes qu'ils ne seront jamais rien. Mais c'est parce que si tu n'as pas une vision idéaliste et dépolitisée des institutions, tu te tires une balle. Ou alors faut supporter un cynisme énorme que je souhaite à très peu de gens. Je sais qu'il y en a qui arrivent à supporter ce cynisme-là. Mais c'est quoi le lien du coup avec le genre là-dedans? Parce que je vais revenir sur le fait que quand même le métier de prof est un métier assez féminisé. Que les métiers du care en règle générale sont très féminisés. C'est que c'est des métiers qui sont paupérisés. C'est des métiers, les métiers du soin, les métiers de l'accompagnement, les métiers de la culture, les métiers de l'accueil, etc. sont des métiers extrêmement féminisés. Les métiers de l'enseignement, surtout dans le primaire. Mais ensuite, après, en fait, plus vous montez vers les études supérieures, moins c'est féminisé globalement. Donc voilà. Mais c'est des métiers extrêmement féminisés. Donc en fait, c'est des situations où finalement, ces garçons-là subissent la violence sociale de la part d'interlocutrices. Je ne suis pas en train de dire que c'est une violence féminine qui est exercée contre eux. C'est une violence sociale. C'est une violence complexe, c'est un tri social. Je ne veux pas genrer la violence de l'école. Mais cette violence de l'école étant perpétrée, et cette violence des institutions étant énormément perpétrée par des femmes, puisque c'est celles qui sont au bout de la chaîne du care, qui en tant que maltraitées deviennent maltraitantes, ça explique aussi le ressentiment qui s'exprime en face. Et qu'en face, du coup, s'exprime une violence genrée. Je ne suis pas en train de dire que l'école exerce une violence féminine sur les hommes, mais que la violence misogyne qui se retourne contre l'école s'explique aussi parce que ce sont des femmes qui sont envoyées en bout de chaîne de ça. Parce que les femmes sont dans des métiers méprisés. Parce que les femmes sont dans des métiers sous-payés. Et ce sont les métiers du soin. Et ce sont les métiers qu'on envoie au casse-pipe. Parce que les métiers du soin, on n'en a rien à foutre. Foutu dans la police. Donc pour moi, c'est là où la dimension genrée, elle émerge dans ces violences-là. Après, on pourrait dire que vu que l'État est patriarcal, alors la violence qu'exercent les femmes dans ce staff est patriarcale, donc masculine. Oui, mais dans ce cas, je te poserai la question de quelle est l'utilité de parler de violence masculine dans ce cas. Je vais te dire, du coup, quand on parle de violence masculine, de quoi précisément on parle? Il faudrait repréciser en fait. C'est à cause de Madame Roche en 4ème, prof de maths de merde, 4 ma cousine pour enlever son voile, pardon, ça m'est resté. Bah, tu vois le dire. Violence misogyne instrumentalise les meufs en première ligne et paf, misogyne, résistance carrée. Mais exactement sur son VDV. En fait, c'est aussi pour ça que je comprends le désemparement de toutes ces femmes qui s'expriment dans les médias, qui sont interviewées, qui sont en mode mais non, pourquoi la médiathèque, c'est le bien commun, etc. Mais révoltez-vous parce que vous êtes envoyés en tant que femme en première ligne, parce que vous êtes envoyés en tant que femme dans des métiers qui sont méprisés par l'État. Et que la violence patriarcale de l'État, vous la subissez parce que vous êtes envoyés en première ligne dans des métiers qui sont délaissés. Est-ce qu'on va essayer de nous faire croire que tous ces jeunes qui, depuis 2 nuits, là, sont en train de brûler des écoles, de tirer sur des prostituées, de taguer des trucs horribles sur les murs en rapport avec la Shoah ou autre, qui volent des camions de pompiers, qui ont un arsenal quand même qui est aussi inquiétant parce qu'on s'inquiète de l'arsenal de la police. Moi, je m'inquiète aussi de l'arsenal que des mecs sortent tranquilles de chez eux. Enfin, un arsenal, dose... des chandelles d'artifice, il y a pire comme arsenal, quoi. Mais en plus, encore une fois, c'est intéressant. Moi, ça me fait penser à le truc de l'attaque qui a été montée en épingle. Il n'y a pas eu d'attaque. Mais qu'il y avait un canal Telegram de gens qui s'organisaient dans les meutes, etc. Je crois à Brest, c'est ça, c'était à Brest. Qui voulait viser un bar gay
en disant ah on va viser les sales PD, blablabla, etc. Du coup c'était considéré comme planifiant une attaque. Au final il n'y a pas eu d'attaque. Et du coup très très vite ça a été monté en épingle avant la moindre attaque, parce qu'il fallait absolument montrer la violence homophobe de ces émeutiers, que regarde, ils s'en prennent, regardez les homosexuels, faut vous désolidariser. Bref. Mais encore une fois, je vais le redire, et je vais le redire et le re-redire, la violence s'exprime selon les structures dans lesquelles elle existe. C'est que évidemment que quand tu vis dans une société misogyne et patriarcale, l'insulte ça va être sale pute. Que quand tu vis dans une société homophobe, l'insulte ça va être sale pédé. Mais ce qui fait ça, c'est précisément les structures homophobes et patriarcales de la société. Donc évidemment on peut dire oui du coup individuellement ils sont etc. Mais on vit tous dans une société. Et que du coup, les gens qui ont besoin d'exprimer une violence, c'est-à-dire les gens qui reçoivent le plus durement la violence sociale, oui, le fameux nique ta mère, bien sûr. Les gens qui ressentent davantage le besoin d'exprimer physiquement la violence, qui sont donc ceux qui ne peuvent pas l'exprimer autrement, et qui sont ceux qui reçoivent le plus la violence sociale, donc les banlieues, je veux dire, à un moment, si t'en viens aux mains, c'est que c'est la dernière arme qui te reste. Donc évidemment que quand cette violence s'exprime, elle va faire ressortir toute la saleté de la société dans laquelle ils vivent. Mais parce que ça fait ressortir aussi la saleté de la raison pour laquelle même ils en viennent simplement aux mains. C'est pour ça que je suis contre le fait de distinguer le rapport masculin de cette violence. Parce que c'est une violence qui s'exprime dans une société patriarcale, donc forcément, il va y avoir des prostituées qui vont être visées, forcément, etc. Celles et ceux qui ont à cœur une illusion d'un débat public, apaisé, civil, etc., qui se rendent le moins compte de la violence qui perpétue. Et encore une fois, en ne percevant que la violence physique, on peut d'autant plus se dédouaner de la violence sociale et de la violence psychologique et de tout le reste de ces violences-là, desquelles la violence physique n'est que le bout de la chaîne. Il faut reconnaître que les jeunes ont des conduites qui les mettent eux en danger, des conduites à risque qui les mettent en danger, qui mettent en danger les autres, qui exercent vraiment une pression énorme sur leurs mères, qui sont parfois des mères célibataires, des mères qui travaillent, des mères qui sont elles-mêmes stigmatisées, qui exercent une pression sur leurs sœurs, qui exercent une pression sur tous les autres qui essaient de s'en sortir et qui dérogent à la norme de la masculinité. Mais parce qu'ils le font en leur nom. Et en fait, c'est ça qu'elle comprend pas, je pense, c'est que mais le respect des mères, c'est aussi se battre pour elles. C'est aussi les avoir vues humiliées toute leur vie et se dire, première génération, elle a dû faire profil bas, elle a dû s'intégrer, elle a dû subir toutes les humiliations, etc. Moi, je suis né en France, moi, on peut pas me renvoyer chez moi, donc moi, je vais faire porter la violence qu'elle a subie. Moi, je vais faire porter toutes les humiliations qu'elle a subies et qui m'ont humilié moi aussi. Genre, c'est la vengeance, c'est exactement la vengeance du trauma familial, exactement. Mais en fait, parce que derrière tout ça, je pense qu'elle a une clé de lecture qui me fait penser aux clés de lecture vis-à-vis de la guerre, que moi j'ai beaucoup étudié. Que en fait, dans les théories sur la guerre et sur la paix, sur la résolution des conflits, les femmes ne sont perdues qu'en tant que victimes et que pacificatrices. C'est l'image d'Épinal de la femme de soldat éplorée qui attend le retour de son mari. C'est l'image d'Épinal de l'infirmière qui va les soigner sur le terrain. C'est toutes ces images d'Épinal-là où la femme n'est qu'une éplorée et ne peut que rester dans ce rôle-là. Et que toute humiliation qu'elle peut avoir... Et c'est ça, les Sabines qui... Exactement, exactement, les Guruknak, les Sabines. L'enlèvement des Sabines, les Sabines qui réparent les soldats et qui font la paix entre eux, ceux qui les ont enlevés et violés, et leurs familles qui ont été indignées de ça. Et c'est les femmes qui pacifient tout, etc. Sauf que tout ça, ça nie le droit aussi aux femmes de s'indigner, parce que les femmes sont humiliées dans cette société. Les mères de ces émeutiers, elles ont été humiliées par cette putain de société. Elles le sont toujours humiliées par cette société. On leur a fait comprendre que leur voile ça va tant qu'on le voit pas et tant qu'elles nettoient les bureaux. Que de toute façon elles vont engendrer que de la mauvaise graine. Leurs enfants on les intégrera jamais, que leurs enfants seront jamais français, etc. On les a humiliées toute leur vie, au travers de leurs enfants et par elles-mêmes directement. Et la raison pour laquelle elles peuvent pas se rebeller, la raison pour laquelle c'est parce que, encore une fois, elles sont assignées aussi à ce rôle-là de si je dis rien, ça va protéger mon fils. Les gens qui se moquent des darons qui volent du riz ou elle dit piller. Bah ouais, en plus c'est ça, c'est que du coup les darons elles disent à leur gosse, bah tiens, ramène-moi de l'huile, ramène-moi du riz, tiens vas-y passe au Lidl quoi. Quand c'est encore misogyne de fou, en vrai c'est elle qui essentialise les darons des cités comme des figures sacrificielles miskinawa. En fait c'est ça. Mais c'est que, et d'ailleurs j'ai même envie de dire, même ces figures sacrificielles sont puissantes. On considère les femmes qu'on est du quartier comme ils considèrent les femmes afghanes en Iran comme des objets fragiles à sauver. Mais oui, mais c'est parce que, en fait, parce que je pense qu'elles-mêmes se sont désemparées dans une situation quasi guerrière. Derrière tout ça, c'est ce surinvestissement de l'idée selon laquelle les femmes sont désemparées. Parce que quoi qu'il arrive,
elles finissent par être victimes de la violence masculine, ça pousse à réclamer une réponse encore plus sécuritaire. Parce que si elles sont empourrées, il faut qu'une tierce personne règle les problèmes à leur place. Et qu'ils se bousillent eux-mêmes en fait. Même s'il n'y a pas un policier, même s'il n'y a pas un autre qui va venir entacher, enrayer ou stopper très malheureusement leur vie, ils se mettent eux-mêmes en danger vu leur comportement, vu leur refus, vraiment en réaction et de manière identitaire, de saisir déjà le peu de chance qu'on leur offre parce qu'effectivement en... Mais ils sont en danger tout court. Et encore une fois, c'est là qu'en reprenant l'analyse de... Là, il reprend texto l'analyse de Lucie Pétavin sur la virilité, ils se mettent en danger eux-mêmes, etc. Mais ils sont en danger tout court. Parce que, encore une fois, ok, très bien, les mecs ils se mettent en danger, ils boivent, ils font des conneries au volant, ok. Mais les bourgeois blancs qui font des conneries, qui boivent au volant et qui se mettent en danger, ils mettent en danger que leur vie et que leur foi, et on les considère comme responsables individuellement. On les bute pas en pleine rue. Et encore une fois, c'est là qu'elle a beau avoir dit oui, ok, d'accord, le racisme, etc. Mais quand même, la masculinité, c'est que du coup, ça revient occulter cette réalité-là que c'est pas que les hommes se mettent en danger, c'est que les hommes sont en danger. Banlieue, il y a moins d'opportunités. On va pas se mentir, c'est la vérité. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a moins d'opportunités, qu'il y a un mépris de classe, etc. mais qu'en même temps, par réaction identitaire, beaucoup de jeunes refusent systématiquement toutes les choses qu'on leur propose, qui ne sont même pas des choses offertes par pitié, qui sont des choses qu'on offre aussi aux autres, c'est-à-dire l'éducation, l'accès à l'école, l'accès aux médiathèques, l'accès au culturel, l'accès aux complexes sportifs, tout ça aussi, majoritairement pour des... Et en fait, voilà, c'est là que, encore une fois, désolé, non. Ce qu'on leur offre, l'accès à l'école, etc. Non, l'école les matraque, l'école les harcèle, l'école les traite comme des moins que rien, l'école leur dit que de toute façon, au bout de l'école, c'est la société capitaliste et qu'ils survivront pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ok, l'école, très bien. Sauf que l'école, c'est fait pour te former à un travail et du coup t'intégrer dans la société capitaliste. Donc on peut t'offrir toutes les écoles que tu veux. T'as conscience qu'au bout de la chaîne, tu regardes tes parents, tu vois qu'ils galèrent dans le taf, tu dis ok, très bien, ça sert à rien de bosser à l'école. Ce discours-là de oui, ok, il y a les structures, mais quand même, individuellement, ils répondent mal. C'est que non, ils répondent de façon logique face à ces structures-là. C'est l'énergie du désespoir en fait. C'est la même école à Paris 16 qu'en banlieue. Ah bah exactement, c'est exactement la même banlieue. C'est pas du tout les classes surchargées avec personne à la maison pour te faire l'école. Parce que, ok, on vous offre l'école. Macron était le premier à le dire, même s'il proposait d'enfermer encore plus les élèves. Ok, il y a l'école, mais rappelle que les inégalités scolaires se font aussi par le fait que, bah, quand t'as des parents bourgeois à la maison, qui t'aident à relire tes cours, qui peuvent te payer des cours de rattrapage, des trucs comme ça, évidemment que ça t'aide beaucoup mieux. Évidemment que ça aide beaucoup mieux et que l'école ne suffit pas à elle-même. Comme si l'école était un cadeau offert. Non. L'école est une structure qui fait partie des structures répressives qu'on connaît. Arrêtez de croire qu'il faudrait dire merci, oh là là, Béa, la bouche ouverte. Non. Et ça, on revient aussi sur le féminisme répressif. C'est qu'il y a l'idée que si seulement les hommes se comportaient bien, comme le font les gentilles femmes, ils s'en sortiraient, mais peut-être que les femmes aussi ne sont pas traitées de la même façon en fait. L'extrême droite a raison, mais non en fait. Parce que moi je suis pas en train de vous dire que ces jeunes ils ont ces comportements-là parce qu'ils sont arabes ou parce qu'ils sont noirs. Je suis en train de vous dire que ces jeunes ils ont ce comportement parce qu'il y a un manque d'éducation. Et pourquoi il y a un manque d'éducation? T'as une réponse de gauche, t'as une réponse de droite. Même si la question est déjà un peu de droite. Pourquoi il y a un manque d'éducation? C'est la faute des mères du coup? C'est la faute des parents? Mais pourquoi les parents ils sont pauvres? Du coup il n'y a pas d'éducation parce qu'ils sont pauvres. Du coup, le problème, c'est la pauvreté. C'est pas le manque d'éducation. C'est, encore une fois, c'est vraiment, elle est à... C'est ce truc-là de, elle est en mode, oui, d'accord, ok, elle dit tous les trucs autorisés, tous les trucs nécessaires, oui, ok, le racisme, etc. Mais quand même, ça reste un manque d'éducation. Oui, mais le manque d'éducation, bref. Parce qu'il y a un manque de cadre, parce qu'il y a un problème identitaire clair. Voilà, et bien sûr, les conditions de vie, le chômage, le racisme, mais pas que, pas que. T'es en mode, bah, quoi d'autre? Qu'est-ce qui détermine d'autre ta vie que tes conditions de vie? Donc c'est quoi, pas que, c'est quoi alors? Qu'est-ce que tu ne dis pas? C'est quoi ce manque d'éducation? C'est précise, qu'est-ce que tu ne dis pas? Trop bien l'argument de l'éducation, tu peux taper sur les gosses et les parents en même temps. Ah bah c'est parfait. Je trouve que s'il y a un truc de fascinant dans cette vidéo, c'est que elle montre par l'exemple que c'est impossible de concilier la pensée de Lucille Pétavin, la pensée essentialiste, féministe de tout est réductible à la violence masculine, que c'est impossible de le concilier avec une pensée des structures. Parce qu'elle dit les structures, mais simplement pour les mentionner. Et qu'à la fin, elle dit, mais c'est quand même la violence des hommes, c'est quand même le masculin, c'est quand même le patriarcat, sans
Mais parce que tout son discours est totalement confus, parce qu'elle-même n'arrive pas à concilier ces choses-là, en fait. Parce qu'elle-même échoue à mettre en conciliation le fait que ce discours la séduit, parce qu'elle est prof, parce qu'elle est bien élevée, parce qu'elle est bien éduquée, parce qu'elle est toute gentille, parce qu'elle est toute douce, parce qu'elle ne se perçoit pas comme violente. Donc ce discours la séduit émotionnellement, même si intellectuellement, oui, ok, elle est structurée, elle est obligée de le dire. Elle est séduite par ce discours, parce que c'est un discours qui la flatte et qui la valorise. Et du coup, elle ne peut pas le concilier avec le constat des structures. Et c'est là qu'on arrive, il y a, je sais plus qui tout à l'heure, je crois que c'était Volodia, qui disait pourquoi on parle de féminisme blanc. Pourquoi on dit féminisme blanc dans ce truc-là, etc. Bah, c'est précisément parce qu'elle dit, elle ne voit que des hommes. Donc, parce que quand on dit féminisme blanc, c'est pas la race blanche, c'est pas le suprémacisme blanc, c'est l'ignorance de la race, l'ignorance de la domination. C'est que, du coup, face à la complexité du sujet, on choisit de ne voir que le genre. On choisit de ne voir que les hommes. On choisit de... Et en fait, on réduit tout ça à « au final, je ne vois que des hommes ». Au final, les flics, c'est des hommes qui tapent sur les hommes. Et ça me fait penser beaucoup au discours d'extrême droite états-unienne, quand ils disent que le crime dans les classes populaires, c'est du black on black crime, et du coup, c'est pas grave. Que c'est du crime de noir sur noir. Et du coup, voilà, c'est que des noirs qui se tapent les uns sur les autres. Oh là là, c'est vraiment la preuve que c'est des sauvages. Et j'ai l'impression que c'est un... Il y a un petit peu de ça derrière, quoi. C'est it's man on man crime et on s'en fout. Mais non, en fait. Parce que déjà, les hommes sont victimes de cette violence. Et aussi parce que pour arriver à commettre cette violence, c'est déjà pas anodin. Le choix de la grille de lecture est un choix révélateur. Dire il manque d'éducation, c'est une autre façon de dire sauvage, c'est clairement une pensée raciste et classiste qui se veut excluant de tout salut qui rentre pas dans le cadre. Oui, c'est ça, c'est que le fond de sa pensée est raciste et classiste. Elle va dire, mais c'est pas parce qu'ils sont noirs et arabes, c'est une question vraiment d'éducation, c'est pas une question raciale, c'est pas une question culturelle, mais il y a autre chose. Et c'est l'éducation et on sait pas ce que c'est au final. Et que c'est dans cette impensée de ce qu'est l'éducation qu'on retrouve finalement tout le racisme et le classisme. La violence masculine qui coûte très très cher, émotionnellement, financièrement, d'un côté pratique, symboliquement, et qui sont en train en fait de nous foutre vraiment dans la merde pour les politiques globales, nationales à venir, et qui nous empêchent de vivre juste sereinement. Elle est où la mobilisation politique pour ces vraies injustices et ces vraies discriminations qu'ils subissent tout au long de l'année? Elle est pas là, en fait. Donc je voulais venir parler pour, j'espère, peut-être être entendue. Et pour peut-être être... Mais cela dit, elle est quand même... Il faut se mobiliser pour les problèmes que vivent les gens dans les banlieues. Il faut régler les questions de racisme. Il faut régler les questions de racisme. Elle est quand même dans ce truc-là de... Consciemment, vraiment consciemment, elle a conscience de ce truc-là. Il y a des vraies injustices et c'est pour ça. Et ça cause cette violence masculine, blablabla. Elle a ce truc-là, mais... Encore une fois, et je voulais vraiment en fait appuyer sur ce truc-là de... Cette incapacité, je vais revenir sur le truc de Pétavin comme pour faire l'illustration à côté, cette incapacité à concilier une grille de lecture sur le patriarcat et une grille de lecture. Mais parce que aussi, encore une fois, c'est que ces deux trucs n'existent pas indépendamment l'un de l'autre. Après, le matrixage républicain, il a 150 ans. Après, voilà, je fais pas ça pour psychanalyser Anastasia. Voilà. C'est assez intéressant aussi quand elle disait aussi qu'il n'y a pas de réflexion féministe sur ce sujet, qu'il faudrait plus de réflexion féministe qui voit ça au prisme de la violence masculine. Précisément, ça a été le prisme de lecture féministe dominant dans les années 70 et 80 qui a été abandonné pour de bonnes raisons. Pour précisément tout ce qu'on est en train de dire, que c'est bien d'avoir conscience à côté des structures racistes et des structures classistes et de tout le reste, mais c'est mieux de les intégrer dans la vision du féminisme. Le problème de la critique du féminisme blanc, cet argument est rarement utilisé. En vrai de vrai, elle protège leurs privilèges et leurs intérêts vis-à-vis des hommes racisés, mais aussi en exploitant les femmes indigènes. Et ça, elles peuvent pas l'accepter à part restant dénues ou brutalement refuser la réalité. Oui, de fou, Orochi, de fou. 2 days later. Le journaliste Richard Verly remarque dans Blick « Je n'ai pas vu le portrait d'une insurrection française, j'ai vu des jeunes hommes qu'un rien peut faire basculer dans la violence. Pas un père de famille n'était présent dans l'assistance, que des mères en larmes, des copines énervées, des sœurs et des filles déboussolées, les prévenus baissent la tête. » Vous le voyez le petit discours white femme là ? On parlait au live précédent de la violence masculine, que les émeutes c'est de la violence masculine, que les femmes sont des victimes encore une fois, etc. Alors que c'est des mecs qui se font buter. J'ai vu des jeunes hommes qu'un rien peut faire. Donc c'est pas des Français déjà, c'est juste des jeunes hommes, noirs et arabes. Donc déjà, c'est pas une insurrection française, c'est pas vraiment des Français, c'est des jeunes hommes, c'est des garçons, et ils sont violents les garçons. Merci Flic de Barbarie, merci pour le 5e mois d'abonnement.
Oui, journal allemand, hein, mais bref. Que des mères en larmes, des copines énervées, des sœurs et des filles déboussolées. Les mères sont en larmes, les filles sont déboussolées face à la violence des hommes. Quand je faisais le truc sur Lucille Pétavin, il y avait quelqu'un dans le chat qui me disait « Ah, mais pourquoi tu lui donnes l'heure, etc. C'est un discours minoritaire. » Non, parce que c'est ce qu'on dit justement sur le discours white femme, sur c'est de la violence masculine, c'est que des hommes qui se tapent les uns sur les autres, etc. Et les femmes sont victimes de tout, et elles sont plus victimes que les hommes parce qu'elles pleurent, etc. Enfin bref, comme d'habitude. Vous voyez à quel point aussi il peut être utile à la répression, et à quel point c'est un discours qui est violent et qui est utilisé pour perpétrer la violence, et même pour nier la nature politique de ce qui se passe. Que, ah, si c'est des mecs qui font des violences, bah dans ce cas c'est pas politique, c'est juste la violence masculine, quoi. Bref. Un rien vers STPL est indécent, c'est en train de dire que la mort de Naël c'est rien. Oui, en plus. Des jeunes hommes qu'un rien peut faire basculer. Qu'un rien peut faire basculer dans la violence. Un rien. Après c'est Macron hein, qui a dit il y a des gens qui ne sont rien, d'autres qui sont tout. Un rien. La mort de Naël c'est rien. Mais vous voyez à quel point le discours féministe de quoi qu'il arrive, c'est les femmes qui sont victimes, quoi qu'il arrive, c'est les hommes qui tapent dessus et c'est la violence masculine, point barre, et il n'y a aucune autre structure qui est interrogée, ça va du côté de la répression. Ça va du côté de ah, de toute façon, c'est rien. Ah, bon, on s'en fiche. Et puis de toute façon, ah, ils étaient déjà violents. Parce que c'est des hommes, hein. C'est pas parce qu'ils sont noirs et arabes, même si quand même, c'est des jeunes de banlieue. Les femmes sont civilisées, les hommes sont cruels, mais les femmes flics que j'ai vues étaient les pires tortionnaires. Ah, mais bien sûr, Guruknak. A few moments later. Ce sont des hommes qui tirent, des hommes qui mettent le feu, des hommes qui meurent. Il faut prendre la mesure de cette spirale très viriliste de la violence. Du coup, on va s'arrêter uniquement sur la citation parce que j'imagine en plus que je pense pas qu'elle est plus diffusée que ça. Mais voilà, c'est vous dire à quel point c'est pernicieux en fait. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois à mon stream précédent sur cette lecture des événements comme quoi qu'il arrive, c'est de la violence masculine. Alors bon, Clémentine Autain, la connaissant, bien évidemment qu'elle a aussi une lecture antiraciste. Les partis de gauche étaient extrêmement frileux à dire qu'il fallait comprendre ce qu'il se passe pour prendre le mal à la racine. Près de 20 ans plus tard, le changement est énorme, c'est positif. On insiste beaucoup sur les différences de discours à gauche, mais il y a une homogénéisation. L'idée de Machiavel selon laquelle expliquer c'est totalement refusé. Face à la rage destructrice qui s'exprime, toute la NUPES avant des solutions de justice, etc. En fait, c'est ça qui est intéressant, parce que ça revient encore une fois avec le truc de Lucille Pétavin. C'est que ce discours-là de toute façon, tout ça c'est qu'une question de mec. Tout ça c'est qu'une question de viriliste. Ça crame parce que c'est des hommes et les femmes elles se retrouvent éplorées à réparer les pots cassés, etc. C'est un discours qui est beaucoup sur le sous-entendu. Ça fait, vous avez remarqué que ce sont des hommes qui tirent? Comme Lucille Pétavin, la violence des hommes, encore. J'ai envie de dire c'est la violence des femmes de le dire de façon passive-agressive. Parce qu'en fait derrière tout ça, elles vont pas forcément aller jusqu'au bout de la logique. Et je dis elles parce que du coup souvent c'est des femmes féministes qui le disent. Mais elles vont pas souvent aller jusqu'au bout de la logique. C'est-à-dire que pourquoi c'est des hommes qui tapent, pourquoi c'est des hommes qui brûlent, parce que ce sont des hommes qui sont brutalisés. Enfin, comment dire, le genre interagit avec la race, c'est pas comme s'il y avait le genre d'un côté et la race de l'autre. La race est construite de façon genrée, et quand il s'agit de mater le noir, quand il s'agit de mater l'arabe, il faut mater le sperme concurrent. Et qu'en fait c'est la violence viriliste, c'est très bien, c'est la violence viriliste raciste qui éduque les hommes noirs à la violence. Donc il suffit pas simplement de dire c'est une spirale viriliste, etc. Il faut aller au bout de la logique. Et en fait, le bout de la logique, c'est une logique raciste parce que la logique raciste est genrée. Du coup, est-ce qu'on peut dire que les femmes se soumettent? Mais non, Sachito de la Vega, parce que les femmes ne se soumettent pas en fait. Dans le sens où les femmes aussi sont actives. Actives dans ce genre de mouvement, mais elles sont actives différemment. Parce que à partir du moment où l'attribution des violences est genrée, dans ce cas, l'attribution de la réponse aux violences, et la réponse aux violences est forcément genrée, c'est évident. Les femmes pauvres, elles cassent et elles ont raison. Si. Ah, mais je suis d'accord que les femmes pauvres, enfin, en fait, en vrai de vrai, bon, il y a aussi un truc, c'est que le fait de réduire ça à des violences virilistes, ça invisibilise aussi les femmes qui cassent. Ça invisibilise les femmes qui font partie de ces mouvements-là. Parce qu'il y en a. mais après, pour revenir en effet sur l'aspect majoritaire, c'est ce que je disais dans mon dernier stream, notamment en faisant le lien avec l'élévation sociale et le discours un petit peu gouvernemental, raciste, sur l'idée que c'est des communautés étrangères qu'il faut pacifier. Il y a toujours là-dedans l'idée que on pacifie une société au travers de ces femmes, et que c'est les femmes qui vont pacifier la société.
Et du coup, derrière cette idée-là, va y avoir des représentations un petit peu de... c'est les femmes qui s'extraient de leur situation, c'est les femmes qui sont plus dociles, qui vont plus réussir à l'école, alors que les garçons, ils sont violents et on ne peut pas les rattraper, etc. Les garçons, il y a toujours une idée qu'ils sont un peu irrattrapables, alors que les femmes, elles sont douces et dociles, elles peuvent bien apprendre leurs leçons, et elles peuvent bien faire des études, etc. Et de fait, quand on observe les chiffres en termes de mobilité sociale ascendante de populations issues de quartiers populaires, c'est majoritairement des femmes qui ont accès aux études supérieures, et notamment aux études supérieures qui sont traditionnellement valorisées par la bourgeoisie, que ce soit en sciences humaines, que ce soit en lettres, que ce soit en sciences politiques, en droit beaucoup. Mais parce qu'en fait, l'éducation des femmes, c'est une éducation à la soumission aussi, c'est une éducation à la docilité, à la passivité. Et ça, c'est un scandale. C'est le premier truc qu'on dit sur la socialisation féminine, c'est qu'on apprend aux femmes à pas trop parler, à pas trop prendre de place, etc. Donc ça en fait des bonnes élèves, ça en fait des bons éléments à intégrer, mais ça en fait pas des éléments qui se battent pour elles-mêmes non plus. Ça enseigne une certaine passivité. Alors évidemment, il y a ce qu'on t'enseigne et il y a ta réponse à ça. Évidemment que c'est pas parce que on te place dans des carcans de passivité que tu vas intérioriser forcément tout ça. Il y a énormément de contre-mouvement, de contre-socialisation à ça. Des femmes qui préfèrent s'empouvoirer aussi. Mais le ticket d'accès à l'élévation sociale va être quand même une performance de la docilité. C'est-à-dire que même si tu te révoltes contre ça, même si dans ta vie quotidienne, tu es loin d'être docile et loin d'être soumise, etc., face à un homme blanc duquel ton travail dépend, tu vas reprendre une voie plus douce parce que tu sais très bien que tu dépends de ces structures-là. Bref. Féministe blanche oublie que les hommes indigènes sont en dessous des femmes indigènes dans la hiérarchie sociale française. Bah un petit peu, et encore une fois, moi j'aime pas dire au-dessus, en dessous, parce que c'est pas une question de hiérarchie strictement verticale en fait, dans le sens où ces hiérarchies sont multifactorielles. Mais bien évidemment, en termes d'insertion sociale, en termes d'accès à l'élévation sociale, en effet, il y a plus de débouchés pour les femmes. Femmes racisées servent aussi de token aux hommes blancs, le fait qu'elles soient plus facilement intégrées, ouais, il y a ça aussi. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on observe aussi à l'Assemblée nationale, dans la représentation politique des femmes. C'est que dans la représentation politique des femmes, généralement, on donne la double charge du token et la double charge de la minorité aux femmes. C'est-à-dire que on va être d'accord qu'il faut une représentation de personnes issues de quartiers populaires, de personnes racisées, etc. Mais comme on a déjà les quotas de femmes à garantir, bah du coup, généralement, ce qu'on va mettre en avant, c'est des femmes issues de quartiers populaires, c'est des femmes racisées, etc. Ça va être... Du coup, c'est les hommes blancs qui vont garder leur monopole. On va beaucoup moins questionner la diversité parmi les hommes que parmi les femmes. Et donc, en fait, ce qui va faire que les femmes qui sont en situation de représentation politique, je pense à des Christiane Taubira, des trucs comme ça et tout. Oui, c'est ça, on fait une pierre deux coups. Mais donc, les femmes qui sont en situation de représentation politique vont davantage cumuler ces doubles charges de représentation, là où les hommes vont garder le privilège de pouvoir rester blancs, hétéros, sans problème, etc. On leur demandera pas d'où ils viennent, quoi. Question d'optimisation des tokens, bah ouais. Suite voir les imaginaires, genre le film Le Brio avec le blanc sauveur de la femme trop sauvage. Ouais, de fou. Mais il y a énormément d'imaginaires culturels dans lequel c'est la femme qui pacifie l'homme, parce que c'est des imaginaires patriarcaux fondamentalement. Mais bref, pour revenir à la sortie de Clémentine Autain sur le sujet, aussi car on éduque les femmes à se marier à des hommes plus élevés qu'elles socialement. Aussi, exactement Lino, quand on interroge le patriarcat en règle générale, ça oblige à sortir de cette vision binaire de la violence est masculine, regardez c'est des hommes qui tuent, regardez c'est des hommes qui cassent, regardez c'est des hommes qui brûlent. Ça oblige à regarder de façon plus précise de pourquoi les femmes ne brûlent pas. Il n'y a aucune raison que les femmes n'aillent pas casser. Alors si on estime qu'il n'y a aucune raison que les hommes aillent casser, dans le cas il n'y a aussi aucune raison que les femmes n'aillent pas casser non plus. Donc pourquoi tout ça? Et quand on rentre dans, dans la complexité de ces structures-là, ça oblige à remettre en question le constat binaire de vous avez remarqué que c'est des hommes qui cassent. Ça oblige à faire ça. Mais pourquoi? J'y venais sur... je me demandais, j'étais dans ma douche, je me demandais, tiens, je repensais à Anasthésia et à Lucille Pétavin. Je me disais, mais comment ça se fait qu'elles aient un tel angle mort sur ce sujet? Que même quand elles disent, tu sais, quand on avait regardé la vidéo d'Anasthésia, elles disaient, oui, ok, il y a le racisme, etc. Elles concédaient sur ces structures-là, sur les structures racistes, sur les structures classistes. Tout le discours intersectionnel, elles l'avaient en théorie. Mais en pratique, elles n'arrivaient pas à l'appliquer parce qu'elles restaient sur le constat de « mais quand même, c'est des hommes ». Moi, on m'a déjà dit « mais toi, avec un blanc, il aura un bon travail ». Ah bah, tu vois. Mais enfin bref. Et je me posais cette question. Et en fait, c'est parce que, tout simplement,
y a des logiques de politisation qui se font à partir d'un certain sujet. Si tu vas le politiser avec le féminisme, c'est que tu vas trouver émotionnellement, politiquement, etc. dans le féminisme, des réponses simples. Une réponse uniforme et directe, en fait, à tes problèmes. Et du coup, ça va te donner, en fait, une grille de lecture qui explique tout. Et très très souvent, en fait, surtout dans le féminisme radical, tu peux tout expliquer par le patriarcat, tu peux tout expliquer par le féminisme radical. Et du coup, tu vas même pouvoir expliquer les guerres à partir du patriarcat, parce que les guerres, c'est les hommes qui, dans la logique viriliste, vont prendre possession des terres comme ils prennent possession des femmes. Et qu'en fait, tu peux faire un réductionnisme féministe sur absolument tout, et ça va permettre de tout expliquer. Donc en fait, dans une dynamique de politisation, ce réductionnisme-là va te donner un confort intellectuel. Mais tout comme ça donne un confort intellectuel aux gens qui sont class first, qui sont en mode c'est qu'une question de classe sociale, de toute façon les femmes ouvrières c'est avant tout des ouvrières et c'est ça leur première condition, et de toute façon les racisés c'est avant tout des ouvriers et c'est en tant que travailleurs qu'il faut se battre pour eux, etc. C'est le même truc en fait sur les gens qui réduisent tout à la classe sociale. C'est qu'en fait ils ont une grille de lecture qu'ils étendent pour tout expliquer et qui se transforme en un confort de pensée. Donc alors évidemment, donc t'es politisé là-dedans, ça va être confronté à d'autres trucs. Ça va être confronté au racisme. Le réductionnisme comme ça serait pas du complotisme. Alors non, pas forcément, parce que le complotisme implique que tu associes une volonté de nuire. Le complotisme implique une intention en fait dans les structures, ce qui n'est pas forcément le cas chez tout le monde. Même si je suis un peu d'accord que c'est très souvent des gens qui ont ce mode de pensée binaire qui adhèrent à des visions un peu complotistes du monde. D'ailleurs, c'est pour ça que les féministes qui sont très radfem comme ça, qui expliquent tout par le genre, deviennent TERF et adhèrent au complotisme TERF. Enfin bref. Et où est-ce que j'en vais ? Du coup, quand tu vas avoir cette structuration-là, cette logique d'explication-là, évidemment, tu vas avoir la confrontation de l'antiracisme. Tu vas avoir les antiracistes qui vont dire non, attends, il y a aussi le racisme qui joue. Tu vas avoir les anticapitalistes qui vont dire il y a la classe sociale qui joue. Tu vas avoir les marxistes, etc. Et donc, mais c'est une chose que de comprendre intellectuellement qu'il y a d'autres structures qui interagissent. Et c'en est une autre que de remettre en question les fondements confortables de ta pensée. Dans le sens où, et d'ailleurs c'est pour ça que le réflexe intersectionnel de penser que les structures sont décorrélées les unes des autres et que parfois elles s'entrecroisent, mais qu'on peut penser l'un sans penser l'autre, qu'on peut penser le patriarcat sans penser le capitalisme et sans penser le racisme, qu'en fait il y a le patriarcat d'un côté, et d'ailleurs ça existait avant, donc ça veut bien dire que c'est différent, et du coup on va le penser indépendamment du racisme, et parfois on va le croiser quand ça va être des femmes noires, au hasard. Mais du coup, c'est pour ça, c'est qu'en fait, fondamentalement, pour moi, ce réflexe intersectionnel, c'est une façon aussi de protéger la structure de pensée dans laquelle tu trouvais ton confort de base. Ce qui fait qu'une Lucille Pétavin, qui voit tout au travers du patriarcat, oui, on va pouvoir lui dire le racisme, etc. Elle va se dire intellectuellement le racisme, mais elle va forcément voir ça comme un à côté. Parce que remettre en question sa grille de lecture sur le patriarcat et l'idée que le patriarcat peut tout expliquer, que la lutte contre le patriarcat peut tout solutionner, etc., ce serait remettre en question un confort de pensée qui lui donne, mine de rien, une clé d'explication du monde et d'un monde angoissant. Donc c'est aussi pour ça que je pense que ça explique en partie ce truc de Clémentine Autain de « Vous avez remarqué que c'est les hommes qui tirent, les hommes qui mettent le feu, les hommes qui meurent ». C'est pour ça que c'est toujours sous l'angle du sous-entendu de « Vous avez vu quand même, c'est des hommes ». En définitive et en dernière analyse, quand même, c'est les mecs. En définitive et en dernière analyse, quand même, le patriarcat explique tout. Et ça simplifie le discours. Et d'ailleurs, c'est parce que le discours est simplifié que tu peux le maintenir à l'échelle du simple sous-entendu. Mais quand tu creuses un petit peu plus le sujet, même en creusant le thème du patriarcat, tu peux plus dire « Regardez, c'est des hommes qui mettent le feu, qui meurent, vous avez remarqué, oh là là, comme par hasard ». Tu es obligé de dire « Ils mettent le feu, etc. » parce que ce sont eux qui sont les premières victimes de ça. Parce que ça implique à abandonner la grille de lecture simpliste de « C'est toujours les femmes les victimes et c'est toujours les hommes les perpétrateurs ». Et de gauche, et pas avoir de lecture de classe là-dessus, c'est dramatique. Non, mais surtout, de lecture de classe et de race. Enfin, ne pas avoir une lecture qui rende consubstantielle toutes ces questions-là. Parce que ces questions-là sont consubstantielles. Mais ça encore, c'est aussi une des erreurs de la pensée intersectionnelle, d'encourager aussi... les erreurs de la pensée intersectionnelle, là je rentre dans les débats de intersectionnalité, consubstantialité. Hein, donc là, faites pas attention, c'est pas en mode le fait de croiser classe, race et genre, mais le fait de penser, avant de croiser classe, race et genre, de les penser comme distincts les uns des autres. Et c'est ça déjà l'erreur de pensée.
c'est de penser que parce que tu as une analyse historique du patriarcat où tu peux dire que le patriarcat existait avant le capitalisme, dans ce cas, tu peux penser le patriarcat actuellement distingué du capitalisme. Non. Tout comme le racisme, tout comme le patriarcat a été différent dans l'époque pré-capitaliste, même dans l'époque pré-capitaliste, même on peut même pas parler de la même façon dans le patriarcat du capitalisme industriel du 19e siècle que du capitalisme néolibéral d'aujourd'hui. Le patriarcat évolue, mais tout comme le racisme aussi. Là, je suis en train de lire, je suis en train de me taper le pavé marxisme noir là, de Robinson, avec la préface de Selim Nadi. Et justement, on parle d'effets d'ostracisation liés à la communauté ethnique. Sans parler de racisme au sens moderne. Parce que, en fait, quand on parle de racisme au sens moderne, c'est la racialisation. C'est le fait que la race devient une structure explicative et une structure qui organise la société. Et ça, c'est une construction qui est plus récente. Mais avant cette structuration du racisme moderne, avec toutes ses justifications et toute sa structuration aussi économique au travers du commerce triangulaire, au travers du colonialisme, etc., il y avait déjà des effets d'ostracisation, que ce soit des juifs, que ce soit voilà, des populations étrangères, des barbares, des trucs comme ça. Il y avait même des logiques impériales qui traitaient différemment les différents peuples. Mais on ne peut pas pour autant parler de racisme comme on en parle à l'époque moderne. Mais par contre, cet effet-là d'ostracisation en raison de ta communauté nationale, de ta communauté ethnique ou de ton peuple, etc., existait déjà. Donc on peut parler de continuum du racisme sans dire que le racisme a ses logiques totalement décorrélées. Parce que c'est précisément la mondialisation capitaliste qui racise et le racisme qui mondialise le capitalisme. Enfin bref, donc c'est tout ça qui interagit. Donc bref, tout ça pour dire que le patriarcat, tout comme le racisme, tout comme le capitalisme, ne sont pas des données qu'on peut analyser indépendamment les unes des autres. Parce que, notamment dans leur expression moderne, dans leur expression actuelle, elles sont fondamentalement imbriquées. Très bien les petits trucs au livre. Ah non mais je vous le conseille vraiment. Après c'est un pavé, attendez. Faut que je vous le trouve. Attendez, je crois qu'il est dans le salon, attendez j'arrive. Du coup oui, voilà, c'est ce que je suis en train de lire, c'est un pavé. Hein. Je vous préviens, c'est un pavé, j'en suis que là, hein. J'ai pas dépassé la préface, voilà, préface de Selim Nadi. Très très bien, cela dit la préface est déjà hyper intéressante, hein. J'ai déjà pris plein de notes, j'ai fait plein de petits liens, des petites notes, des trucs comme ça, enfin, voilà, j'ai un peu griffonné dedans. En tout cas, vachement intéressant si vous vous intéressez justement aux traditions de pensée marxistes qui, notamment depuis l'Afrique, parce qu'il y a tout un chapitre aussi sur les traditions africaines qui ont apporté une critique au marxisme. En fait, la critique au marxisme, c'est pourquoi ? C'est pas pour dire les marxistes, faites attention aussi à ça. C'est pour dire les fondements de votre pensée n'intègrent pas ça, du coup ils sont incomplets. Et du coup c'est hyper intéressant de voir aussi comment toutes les pensées radicales antiracistes, anticoloniales, etc. ont apporté une critique au marxisme pour le pousser justement à modifier justement les structures sur lesquelles il se base pour être plus complet en fait tout simplement. Bref, c'est un pavé. Mais en tout cas si vous aimez les pavés, immense conseil, voilà, très intéressant.